commencer l'enregistrement. Donc, on arrive aux joies des connexions, de est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous ne m'entendez pas. Donc, bienvenue à cette... on était obligé de faire un cours à distance, notre premier cours à distance. Donc, là, on va voir ensemble. Est-ce que tout le monde a en face de lui le cas pratique, s'il vous plaît? Oui, madame. Parfait. On va ouvrir notre petit cas pratique, comme ça on ne perd pas le temps. Moi aussi, je vais essayer de l'ouvrir tout de suite. Attendez juste une seconde, je vais le chercher. Voilà. Dans notre cas pratique, il soulève plusieurs questions. Il soulève 2 questions de droit. Vous pouvez me dire lesquelles, s'il vous plaît? La première question, c'est est-ce qu'il s'agit vraiment d'un licenciement abusif ou non? Donc la question, est-ce qu'il s'agit d'un licenciement abusif? Certainement, mais elle se base essentiellement sur 2 points. Si on revoit ensemble le cas pratique, quels sont les mots-clés? On va commencer premièrement par les mots-clés, s'il vous plaît. Madame, excusez-moi. Oui, on va commencer premièrement par les mots-clés. Tout le monde a le cas pratique en face de lui? Oui. Parfait. Donc, je vais essayer de partager le cas pratique. Attendez. Partager des fichiers, partager l'application écran. Fenêtre. TD cas pratique. Partager. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Oui, on commence à le voir. Parfait. Donc, la première chose, on va soulever nos points, nos mots-clés. Alors, on dit que Madame Sarah travaille dans une société. Quels sont les mots-clés, d'après vous? Société. Non. Malheureusement, société n'est pas un mot-clé. Société, ça nous dit juste qu'elle a un employeur. Travail. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Madame, le mot-clé, il y a 4 ans, il y a CDI. Le premier mot-clé. Madame Sarah travaille dans une société autant que quoi? En tant que Vendeuse. Voilà. Salarié. Notre premier mot-clé, c'est vendeuse. Je dois retirer à rejoindre la session à rejoindre. Notre premier mot-clé, c'est vendeuse. Parce qu'on est bien d'accord, on a vu ensemble vite fait la semaine dernière tout ce qui concerne les changements de conditions de contrat. Donc, Madame Sarah, elle travaille autant que quoi? Elle travaille autant que vendeuse. Le deuxième mot-clé, c'est quoi? 4 ans, vous Depuis l'avez 4 ans. dit, en CDI. 4 ans et Mot-clé, CDI. c'est CDI. Elle a 4 ans en CDI à Casablanca. On est bien d'accord. Madame Sarah, elle est vendeuse depuis 4 ans en CDI à Casablanca. Après, qu'est-ce qu'on a? Je regarde les chats. Après, on a le changement de poste. Qu'est-ce qu'on a encore comme mot-clé? Nous avons la clause de fidélité. Si on veut résoudre un cas pratique, il faut qu'on soulève des mots-clés. Et chaque mot-clé, il veut dire quelque chose, en fait. La première chose, quand je dis que Madame Sarah est vendeuse, c'est-à-dire que quand je mets vendeuse, juste à côté dans mon brouillon, je veux mettre vendeuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire voilà les compétences qu'elle doit accomplir, les directives qu'elle doit accomplir au sein de cette société ou au sein par rapport à son employeur, c'est des compétences de vente. Elle doit être vendeuse. Après, on a 4 ans, on a un CDI, c'est-à-dire qu'on a un contrat à durée indéterminée. Dans le cas où on parle de licenciement, automatiquement, je vais parler d'un licenciement qui doit respecter une procédure. Après, on parle de Casablanca. Donc, je situe le lieu où Madame Sarah, elle exécute son travail. Puis, les mots-clés qui vont arriver là, juste en même temps en train d'éliminer toutes les petites notifications. La direction lui propose de remplacer son responsable
qui est chargée du magasin. Donc, est-ce qu'elle va avoir une activité de vendeuse? Non, non, madame. Non. Donc, un remplacement, automatiquement, quand je vois dans un cas pratique de droit social un remplacement, c'est-à-dire que je dois voir qu'est-ce qu'elle faisait avant, qu'est-ce qu'elle doit faire plus tard, qui ne correspondent pas à notre contrat de travail. On est bien d'accord? Est-ce que cela correspond à son contrat de travail? Non, madame. Non, madame. Donc, je dois le mettre de côté Non. autant que mot-clé. Et Madame Sarah, elle s'exécute sans changement ni de son contrat de travail, ni de son salaire. On n'a pas de changement ni dans le contrat, ni dans le salaire. Pourquoi on parle du salaire? S'il y a un changement de salaire, qu'est-ce que cela veut dire? Madame, Changement si automatique du on- contrat. Automatiquement, changement de poste. Changement de poste ou changement de contrat? S'il y a un Changement de changement de contrat. salaire, C'est votre contrat, je pense. on parle plus de poste, on parle de contrat. Contrat. Le salaire est un élément consécutif du contrat. S'il y a un changement de salaire et que Madame Sarah est d'accord avec ce changement de salaire, c'est que le contrat, il a changé de manière tacite, on est bien d'accord. Oui, exactement. Oui, exactement, madame. Alors que dans ce cas-là, il n'y a ni changement ni dans le contrat, ni dans le salaire. Madame Sarah, grosso modo, ça je le mets dans ma petite feuille de brouillon, même si maintenant, c'est pas peut-être qu'il y aura un QCM, vu les choses quand elles se passent, mais il faut acquérir quand même, je veux bien que ça soit un acquis, comment je résous un cas pratique. Si ce n'est pas pour cette année, ça sera pour l'année prochaine, ça sera même pour plus tard. Et aussi, ça me permet d'organiser mes idées quelque part. Donc, en gros, on est arrivé à quel point? On est arrivé à ce que Madame Sarah, quelque part, finalement, il y a un changement dans les conditions, il y a un changement dans les conditions même du contrat. On ne parle plus du même contrat. Madame Sarah, elle a accepté de faire un travail qui n'est pas le sien, qui n'est pas dans son contrat, sans le changement de ce dernier et sans changement de salaire. 5 mois plus tard, la direction exige de Madame Sarah de se déplacer à son tour pour travailler dans un magasin se trouvant à Marrakech. Voilà, là on retrouve Casa, donc elle va avoir une mobilité, une mutation, puisque les responsables ont signé une clause de mobilité dans leur contrat de travail. Qui a signé les clauses de mobilité? C'est les responsables de magasin, on est bien d'accord. Oui. Oui, Donc madame. je mets de côté les responsables de magasin. Eux, ils ont signé une clause de mobilité. On est bien d'accord. Donc, dans leur contrat de travail, et vu ces dernières responsabilités, la direction estime que Madame Sarah va être efficace dans leur nouveau magasin fraîchement ouvert. Quand je dis qu'elle va être efficace, etc., je parle de quoi exactement, d'après vous? Qu'est-ce qu'on a dit sur la clause, sur n'importe quelle clause? Elle doit être comment? Elle doit être explicite. Mentionnée sur le compte. Mentionnée sur le compte. Mentionnée sur le contrat, même si elle est explicite et mentionnée sur le contrat. Qu'est-ce qu'elle doit avoir comme caractère? Elle doit être légitime. La raison, elle doit être légitime. Elle doit être légitime. Elle doit être essentielle au bon déroulement de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise n'a pas le choix. C'est pour ça qu'on parle d'efficacité ici. La direction estime que Madame Sarah va être efficace dans leur nouveau magasin fraîchement ouvert. C'est-à-dire que la direction, elle est en train de nous dire, d'après cette phrase, je suis en train de vous expliquer que cette clause, elle est quelque part légitime, que l'employeur estime que Madame Sarah ne va pas être mutée juste comme ça par hasard, choisie au hasard, elle est choisie, elle va être mutée parce qu'effectivement, il estime qu'elle sera efficace si elle va travailler au magasin à Marrakech. Madame Sarah refuse. Donc le refus aussi est un mot-clé. Ce déplacement, puisque cela portera atteinte à sa vie familiale. Elle est en gros, elle est en train d'argumenter pourquoi elle refuse. Elle ne refuse pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un problème de contrat. Elle ne refuse pas parce qu'il y a un souci avec le salaire. Non, elle refuse parce que cela portera atteinte à sa vie familiale. Une semaine plus tard,
Madame Sarah est surprise par une lettre de licenciement pour le non-respect de la clause de mobilité, exigée par son employeur pour toute personne occupant le poste de responsable de magasin. Madame Sarah, donc là, on a un licenciement, une lettre de licenciement. C'est quel type de licenciement? Quel est le Madame, type de c'est... licenciement? Monsieur, moi, Oui. madame, moi, je dirais licenciement abusif. Non, avant, la société ne parle pas de licenciement abusif. Oui. Elle parle de quoi, la société? Elle traite quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Je la licencie. Licenciement pour le non-respect de la clause. C'est un licenciement pour non-respect de la clause. Alors, c'est pour un licenciement pour motif légitime. Je vous entends mal, mademoiselle. Licenciement, c'est ce qu'on a vu, un licenciement pour un motif qui est légitime pour la société, pour l'employeur. Si elle n'a pas respecté la clause de mobilité, par conséquent, on va la licencier et on va tout simplement demander à Madame Sarah de partir. Madame Sarah vient vous voir. Maintenant qu'on a sorti les mots-clés, quelles sont les questions de droit qui sont posées dans ce cas pratique? Madame, Effectivement, si on veut parler de le licenciement, je vous dis tout de suite, est abusif. Mais on ne va pas venir dire dans le cas pratique, ah, on est face à un licenciement abusif. Il faut qu'on explique les questions de droit qui sont traitées. Là, il est abusif pour plusieurs raisons. Lesquelles? madame, Oui, je vous écoute. Malheureusement, le la message... question de droit... Allô? Vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Oui, je vous entends. La question de droit que moi j'ai appliquée, je me suis dit que la clause de mobilité peut-elle s'effectuer à Madame Sarah? Mhm. On a un problème de clause de C'est ça ma mobilité. Pourquoi question. la clause de mobilité n'est pas légitime? Madame, je peux intervenir? Allez-y, vous pouvez tous Parce intervenir. que, parce que Allez-y. à la base, il n'y avait pas un changement de contrat. Donc, ni une preuve de changement de contrat. Exactement. On a Donc, accordé une responsabilité à une salariée alors qu'on n'a rien changé. C'est un changement, c'est un changement oral. Donc, dans le cas de licenciement, on va se baser sur soit le contrat, soit les changements les changements qu'ils ont effectués lors du travail. mais la première chose, qu'est-ce qu'on a dit? Quand il y a un changement de conditions de travail du salarié. Là, la question de droit, la première question de droit, ça traite de changement de conditions de travail du salarié. Est-ce que les compétences de Madame Sarah font partie des éléments essentiels du contrat de travail? Oui, Euh, clairement, il doit y avoir un changement. C'est un élément essentiel du contrat de travail. Le changement de salaire est un élément essentiel du contrat de travail. Donc, la première question de droit, c'est les changements des conditions de travail de notre salarié qui demandait un changement et une rectification. Il fallait écrire un nouveau contrat, ce que l'employeur n'a pas fait. Ça, c'est la première chose, c'est la première question de droit. Et donc, quand on va résoudre notre cas pratique, dans notre première partie, on va parler, c'est quoi les changements de conditions du salarié qu'on a vu. C'était cette semaine ou la semaine dernière? La semaine dernière, on l'a vu la semaine dernière. Vous vous rappelez? D'accord? Est-ce que Oui, tout le monde est d'accord? Tout le monde est OK? oui, bien sûr. Oui, vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Vous êtes 56? Parfait. Vous pouvez Oui, écrire. madame, on vous entend. Parfait. Donc, la première chose dont je vais expliquer, c'est quoi les changements des conditions du salarié? Est-ce que les changements de ces conditions, est-ce qu'ils demandent un changement de contrat ou pas? La première chose. La deuxième chose, dans le cas où, imaginons qu'il y a un changement de contrat et que Madame Sarah, effectivement, elle a changé de contrat. Est-ce que cette clause de mobilité
D'ailleurs, dans ce cas-là, la clause de mobilité ne peut exister puisqu'il n'y a pas de changement de contrat. La clause de mobilité, malgré le fait qu'elle est légitime, on doit parler de ce que c'est la clause de mobilité, etc. On l'a définie. Et la troisième chose, c'est quoi le problème? Est-ce qu'on peut licencier Madame Sarah? Imaginons qu'elle a changé de contrat. Et imaginons qu'elle a une clause de mobilité. Est-ce que c'est considéré comme quel genre de faute? Faute grave ou faute... Hein? Qu'est-ce qu'on a dit sur la faute dans le cas de non-respect de clause? Est-ce que c'est une faute grave ou c'est une faute pas grave et par conséquent, il doit y avoir une procédure? Il doit y avoir une procédure. Est-ce que c'est une faute grave de respecter la clause ou de ne pas respecter la clause? Non, madame, non, madame. Non, c'est pas une Non, faute c'est grave. une faute simple. Qu'est-ce qu'on a dit? Revoyez vos textes, s'il vous plaît. Normalement, Revoyez vos textes. Qu'est-ce qu'on a dit sur les clauses? les clauses, ils doivent être respectées, sinon ils vont faire objet de licenciement. Et quel genre de licenciement? Est-ce que c'est considéré comme une faute grave? Oui, C'est une faute grave, mais vous avez raison. C'est une Oui. faute grave. Vous ne respectez pas les clauses, c'est considéré comme une faute grave. Et par conséquent, est-ce qu'il y aura une procédure? Quelle est la procédure à suivre? normalement, un avertissement, premier blâme, deuxième blâme, mise à pied, troisième blâme. Non, elle dit que ma chiffre faute, elle dit que faute non grave. Ah, voilà, on est en train de se jeter dans les pièges. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand il y a une faute grave, il y a une audition. Et l'audition, elle se fait. Il y a une audition. C'est ça, c'est des petits pièges. Il ne faut pas qu'on se jette dans. Donc, on va Madame, un revenir licenciement sans préavis. à un licenciement sans préavis. Mais comment on fait le licenciement sans préavis? Qu'est-ce qu'on a dit? Quelle est la procédure? Une lettre recommandée. Audition avec Avant la un lettre PV, recommandée. avec un PV et la présence de l'inspecteur de travail. L'inspecteur de travail, la présence d'un représentant des Autant des salariés ou un salariés. représentant syndical choisi par le salarié. On expose ce qu'on reproche aux salariés parce que dans Avec ce la cas-là, présence Madame de Sarah, délégués personnels. exactement. Dans ce cas-là, Madame Sarah, est-ce qu'elle a eu tout ça? Juste pour qu'elle explique à la direction, mais attendez, moi j'ai un contrat de vendeuse, mais qu'est-ce que vous me demandez là? Elle n'a pas eu ça dans tous les cas. Puisqu'elle a reçu qu'une lettre recommandée. On est bien d'accord? Donc, pour conclure, combien de questions de droit on a? La première question de droit, c'est la question concernant le changement des conditions de travail du salarié. Donc, on va l'expliquer. La deuxième question, c'est la question de la clause de mobilité. C'est quoi déjà une clause de mobilité? Et quand est-ce que la clause de mobilité s'applique? Et dans quelles conditions? La troisième question de droit, est-ce que le licenciement de Madame Sarah, dans tous les cas, a respecté la procédure ou pas? Ça, c'est la première partie. Dans le cas où, effectivement, c'est un licenciement pour faute grave, voilà la procédure qu'on doit respecter. Dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on fait dans la deuxième partie? On va appliquer la question de droit à notre cas pratique. Première question de droit, les conditions de travail. Le changement de Madame Salara de vendeuse à responsable de magasin est un changement qui est crucial. Il atteint les compétences même de Madame Sarah, les directives qu'elle doit recevoir, etc. Et ainsi, elle doit toucher un salaire, elle doit avoir une rémunération qui est adéquate à ce changement, ce qui n'est pas le cas. Par conséquent, l'employeur a commis la faute de ne pas changer. Rien que cela c'est une faute de l'employeur. La faute de l'employeur s'il n'y a pas eu un changement du contrat de travail de Madame Sarah. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on arrive à la clause de mobilité. Effectivement, puisque dans le contrat qu'a signé Madame Sarah, c'est un contrat de vendeuse et non un contrat de responsable de magasin, la clause de mobilité qui se trouve
effectivement, dans ce contrat-là, ne s'applique pas à Madame Sarah, puisqu'il n'y a pas eu ce changement de contrat. Et troisièmement, le licenciement, dans tous les cas, est abusif, puisque l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement. Même s'il pensait que Madame Sarah a commis une faute grave, il devait la convoquer à une audience. Cette audience, il devait y avoir le représentant des syndicats ou représentant délégué des salariés, ainsi de suite. Par conséquent, Madame Sarah, elle a subi un licenciement abusif. Et par conséquent, quand on subit un licenciement abusif, on a droit à quoi? Qu'est-ce qu'elle peut demander? Indemnité de dommage. Les indemnités. Quelles sont les indemnités dont on a parlé? Indemnité de dommages et intérêts, indemnité de licenciement Oui, et indemnité oui, de préavis. exactement, merci beaucoup. Et chaque indemnité, je mets 2 points et j'explique ce que j'ai compris de ce type d'indemnité. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui? Oui, madame. Ça va? Vous Oui. retrouvez, vous voyez comment on résout le cas pratique? Oui, madame. D'accord. Donc, je tiens à vous informer que pour tous les étudiants, pour ce qui nous reste, est-ce que vous désirez qu'on mette d'autres cours? Il y a des cours qui sont déjà enregistrés. Et si vous désirez pour le reste des cours, est-ce que vous voulez qu'on enregistre et qu'on fasse que des exercices ensemble? Donc, je ne sais pas quelle est la procédure à suivre, comment on doit poursuivre cette procédure avec les cours à distance. Donc, c'est un peu compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer d'autres exercices qu'on va résoudre ensemble, comme aujourd'hui. Des exercices, oui, oui. Je vais vous envoyer, Sarah, je vais vous envoyer des exercices, un maximum d'exercices, un maximum de cas pratiques qu'on va résoudre. Je vais aussi vous permettre de m'écrire des dissertations. Comme ça, on fait l'exercice ensemble. D'accord? Ça vous va? Et Oui. que vous m'envoyez, s'il vous plaît, vous pouvez les déposer sur la plateforme. Je vais D'accord. les ouvrir et les lire. D'accord? Oui. La majorité ce que j'ai reçu, D'accord, madame. comme la majorité des corrigés, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On est tous d'accord que ce n'était pas suffisant. Il y avait des points qui étaient soulevés. Aujourd'hui, on a réussi à avoir tous les points qu'on devait soulever lors de ce cas pratique. On a vu qu'il y avait 3 points à soulever et non 1 point, parce que la majorité a parlé de la clause. Voilà, de la clause de mobilité, et on a émis les autres points. Donc, j'ai tout lu, mais effectivement, ça manquait. La majorité manquait ces points-là. Qu'est-ce que je veux vous dire aussi? Donc, on va faire plutôt des exercices. Vous allez écouter je ne sais pas, est-ce que c'est assez clair? Vous arrivez à écouter les autres, les enregistrements ou pas? Est-ce que vous avez essayé d'écouter les enregistrements? Il y a des étudiants hier Oui, qui oui, oui. possible. Il y en a qui Oui, ont pu les écouter, mais ils sont disponibles sur la plateforme. ils sont disponibles. Donc, quand même, on va continuer. On va rajouter d'autres, comme ça, je suis sûre, parce que les cours à distance, ça me perturbe un tout petit peu. Il faut que je sois sûre que ça soit clair pour tout le monde. Et ça peut être des questions-réponses pour la séance prochaine. D'ailleurs, on va commencer tout de suite les questions-réponses. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Sur les clauses, sur les licenciements? Et ça, je m'adresse aussi aux autres qui sont avec l'autre professeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour les calculs d'indemnité, comme je vais pas le poser, on me pose la question des calculs d'indemnité. J'ai mis un document où on voit tous les calculs d'indemnité. En fait, les calculs d'indemnité dépendent on fait un calcul
concernant Assia, vous avez des lacunes sur les calculs, c'est ça? Assia? Oui. Donc, pour tout ce qui est calcul, j'ai mis un document qui vous donne le compte concernant les calculs d'indemnité concernent l'ancienneté de chaque salarié. En fait, je vais prendre chaque salarié. Oui, c'est un peu compliqué. Je suis d'accord avec vous, Néné, que c'est compliqué. Chaque salarié, on doit faire le compte des indemnités. Le prochain exercice, on va faire ça. Comme ça, on va faire un prochain exercice. Comme ça, on règle ce problème. Monsieur Legdali, je ne sais pas s'il a déposé un polycope ou pas. Je n'ai aucune idée. Non, je pense Je pas ne sais je pense pas qu'il a déposé quelque chose Oui, il a sur déposé. le. Il a déposé. On a le cours de M. Legdali. Vous l'avez? Oui. Ah, donc il vient de déposer, je pense, cette semaine ou bien la semaine dernière. Oui, il y a 2 jours. Ah, d'accord. D'accord, donc cette semaine. Ok, donc vous avez le cours de Madame, monsieur. j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, oui, je vous écoute. J'ai vu chez un autre professeur, il considère que les indemnités que le congé est considéré comme indemnité aussi avec quand il y a un licenciement. Oui. Et notre Les prof, il jours a de dit que, congé, c'est des jours qui. Oui, tout à fait. mais notre professeur, il a dit que ce ne sont pas des indemnités, ce sont des acquis. C'est pas des. Oui, il a raison. On parle d'indemnité. Mais en fait, les jours de congé, c'est des jours qui devaient être payés et que vous avez travaillé ou que vous n'avez pas encore acquis. Et par conséquent, quand vous sortez, que ça soit la démission ou que ça soit le licenciement, c'est des jours qui vous ont dû encore. Donc, vous devez les récupérer. Et vous les récupérez comme une forme d'indemnité parce que vous les récupérez de manière matérielle. Vous comprenez? Oui. Par exemple, vous travaillez, la journée de travail, c'est une journée de 200 dirhams. D'accord? Donc, chaque jour de congé qui vous reste, il coûte, par exemple, 200 dirhams. Il vous reste 10 jours de congé, donc vous devez récupérer combien? 400. 10 jours de 2000. 2000 dirhams. Vous devez récupérer 2000 dirhams. Puisque la journée de travail coûte 200 dirhams à l'employeur. Donc, vous devez 10 jours, vous devez récupérer 2000 dirhams. Parce que c'est des congés, c'est des acquis. Donc, Comment? pour les congés, est-ce Oui. qu'on va prélever des cotisations pour la CNSS et l'IR, contrairement Oui, parce aux que autres indemnités? le congé, il est payé. Le congé, c'est un jour de travail. Vous D'accord. devez penser au congé comme vous pensez à un jour de travail normal. D'accord. Tout ce qui s'applique au jour de travail s'applique sur le jour de congé. D'accord? D'accord, merci. C'est assez clair? Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame, je peux intervenir? Oui. Merci tout d'abord. Je veux tout simplement proposer, parce que j'ai essayé d'entendre les audios de l'année précédente, je crois qu'ils ne sont pas en parallèle avec le support du cours qui en existe là-bas. Ce qui est important, et puisque les examens s'approchent, et tous les étudiants, je crois que tout le monde sera d'accord, c'est que puisque les examens s'approchent, je propose de travailler de nous faire des petits résumés en même temps des cas sous forme des exercices. Une fois, un petit résumé de 10 minutes, etc. Et des exercices pour qu'on puisse bénéficier beaucoup et, puisque les examens s'approchent, madame. C'est une proposition, ni plus ni moins. Merci beaucoup. Merci à vous, Slimane. C'est pour ça que je voulais vous proposer pour les prochains TD, pour tout ce qui est TD, je vais vous donner des exercices et des cas pratiques à résoudre, surtout pour le droit social qui est un droit qui est surtout très, très pratique. Par contre, pour tout ce qui est de mes audios, les audios, ils sont en parallèle parfait avec le cours. C'est le même que le cours, parce que même quand vous rentrez dans l'audio, vous allez trouver le cours. Comme vous voyez aujourd'hui, là, je mets droit social, c'est pareil. On parle et en même temps, on a le cours en face. Mais effectivement, on va faire ça, on va travailler cela. Je vais vous donner des cas pratiques et
chaque cas pratique, chaque fois qu'on va résoudre le cas pratique, quelque part, là, on est en train de faire une révision de tout ce qu'on a vu. D'accord? Comme aujourd'hui, on a vu ce que c'était concernant les primes qui sont écrites en contrat. J'ai pas lu. J'ai pas lu, je vois pas. Attendez. Je sais pas pourquoi il veut pas me lire les messages. Je Elle crie a que dit, ça veut pas se- elle a dit concernant les primes qui sont écrits en contrat et la société en liquidation judiciaire, comment faire pour garder ce droit? C'est ce qu'elle vient d'écrire. Sarah Mouftou. Oui, attendez. Sarah attendez. Ah oui, je vois maintenant. Concernant les primes qui sont écrits, on ne dit pas qu'ils sont écrits en contrat, et la société en liquidation judiciaire. Comment faire pour garder ce droit? Les primes, ils sont dans le contrat de travail. Et la société, elle est en liquidation judiciaire. On est bien d'accord. On parle d'une société qui est en difficulté, en liquidation judiciaire. On ne sait même pas s'il est solvable ou pas. Exactement. Donc, cela dépend de la liquidation judiciaire en soi. D'accord? Et là, l'indemnité, les primes, même si elles sont dans le contrat, puisque la société est en liquidation judiciaire, déjà, on va parler du salaire, de l'indemnité des salariés. Est-ce que les primes, ils rentrent dans le compte ou pas? Ça dépend de la liquidation judiciaire, ça dépend de la situation financière de la société. Si la société, elle a une situation financière qui lui permet d'indemniser les salariés, on ne compte pas les primes, normalement on compte le salaire de chacun pour l'indemnité et l'ancienneté. Le salaire, l'ancienneté et le rôle de chaque salarié au sein de l'entreprise. Mais je ne pense pas que les primes seront prises en considération. Parce que le principe même de la prime, c'est qu'il y a un travail qui est effectué, un target qui est fait, un objectif qui est atteint. Une société qui est en liquidation judiciaire, je vois mal comment on va atteindre des objectifs puisqu'elle est en liquidation judiciaire. Donc l'indemnité concernera tout le salaire. C'est compris, Sarah? D'accord. Je suis contente déjà parce que je vois l'article qui traite la question de licenciement sur la base d'une clause de mobilité. Ça veut dire quoi, Khalid? J'ai pas compris. Quel article? Le numéro de l'article? Oui, exactement. Je ne l'ai pas en tête. Je n'ai en tête aucun numéro d'article. Est-ce qu'il s'agit est-ce qu'il s'agit de l'article 39? Parce que Alors là, mais je l'ai lu, aucune mais j'ai idée. pas trouvé ce. Aucune idée. Ok. Aucune idée. Je ne me rappelle de aucun numéro d'article. Je me rappelle, moi, ce qui est important pour moi, c'est le fond. Les numéros des articles, non. Donc, là, tout ce que je sais concernant les clauses, pas seulement que la clause de mobilité, concernant les clauses, si elles sont nécessaires, obligatoires, où il y a l'intérêt de l'entreprise et que ces clauses, elles étaient expresses, elles étaient légitimes, signées par le salarié, dans le cas où il ne respecte pas la clause, c'est considéré comme faute grave. Mais il faut, comme je vous ai dit, comme les clauses doivent répondre à toutes ces conditions. C'est-à-dire que la clause, elle est expresse, que le salarié l'a signée en connaissance de cause, et même cela, même si elle est signée en connaissance de cause, elle doit être légitime, nécessaire, et là que la société n'a pas d'autre choix que d'appliquer cette clause. C'est-à-dire que le salarié, il est en connaissance de cause. Dans le cas de son refus, bien sûr, c'est considéré comme une faute grave. Mais si le salarié estime que la clause est abusive, même si elle est signée, attention, hein, si il estime que la clause est abusive, on l'a vu avec notre ami la dernière fois, la clause dédiée formation qu'il a signée, mais effectivement, elle était abusive parce que le montant était irréel de cette clause-là, que la formation, elle était d'un montant qui était irréel, que la formation n'était pas légitime, etc. Il a eu gain de cause. Il a été licencié, mais ça était considéré comme un licenciement abusif, sachant qu'il a signé la convention qui traitait de cette clause de dite formation. Ayman, ça dépend.
Ça dépend. Est-ce que vous n'êtes pas obligé de connaître les articles et les numéros? Moi, je ne suis pas obligée. Si vous travaillez dans le domaine et que vous aimez, moi, si vous voulez, vous pouvez avoir avec vous le document et aller chercher le numéro des articles. Mais pour moi, les numéros des articles, ce n'est pas ça ce que je garde. Ce que je garde, l'essentiel, ce que veut dire l'article. Son numéro, c'est pour que je m'y retrouve, si vous voulez vous retrouver. Mais pendant l'examen, on ne vous demande pas de mettre les numéros de l'article. Et si vous vous trompez du numéro de l'article, c'est 0. Ce n'est pas possible. Ça n'a aucun sens de connaître les numéros. Personne ne connaît le numéro des codes par cœur, Ayman. Si vous avez cette capacité, bah, tant mieux pour vous. C'est bon, Ayman? Oui, c'est pas évident. Bien sûr. Mais bien sûr, je connais aucun juriste qui connaît tous les codes, tous les numéros de code par cœur. Ça n'existe pas. Ça n'a aucun intérêt d'ailleurs. Il faut savoir ce que le code dit, pas dans quel numéro. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de questions? Ça va? Tout va bien alors? Madame Mazus, Oui. au niveau de l'identification de la règle de droit selon les articles, est-ce que c'est possible, et si on ne connaît pas quelques codes d'articles, est-ce que c'est possible de ne pas les mettre? Par exemple, quand on a un cas pratique, est-ce que c'est forcé de mettre Vous ne les mettez pas les articles numéros ou... des articles. Monsieur, mais Oui, et ne si vous on ne cassez connaît pas pas... la tête avec les numéros des articles. Mettez-moi juste, si Oui. vous arrivez à me donner la règle de droit, ça sera déjà très très bien. Surtout quand les conflits dans le lieu de travail, c'est une faute grave. Et si on arrive à donner la question de droit et on n'arrive pas à donner la règle de droit, c'est selon les articles, c'est pas... est-ce que Ah non, là-bas vous c'est n'apprenez possible pas ou le c'est code pas... par cœur, monsieur. Non, non, on n'apprend Oui. pas le code par cœur. Vous écrivez, Mhm. vous écrivez la règle de droit telle qu'on l'a prise, telle on l'a étudiée dans nos cours. D'accord, Personne il n'y a n'apprend pas de le code problème, par madame. cœur. Si vous êtes praticien du droit plus tard, vous avez une bibliothèque remplie de codes. Chaque fois que vous voulez parler d'un code, vous prenez le bouquin. Vous prenez le code, ne vous inquiétez pas. Donc, Mohamed, D'accord. il me demande, Madame, merci, est-ce qu'on peut considérer les conflits dans le lieu de travail comme une faute grave? Vous parlez de quel type de conflit, Mohamed? Dites-moi de quel genre de conflit vous parlez. Est-ce que c'est un conflit au niveau de connaissances, conflit de compétences, conflit avec votre N+1 par rapport à un dossier sur le travail? Ou est-ce que c'est des conflits personnels? Quel type de conflit et quel genre de conflit? Est-ce qu'il y a eu insulte? Est-ce qu'il y a eu violence ou pas? Ah si, madame, est-ce que le droit de travail concerne... Non, le droit de travail ne concerne pas que le secteur privé, il concerne aussi les établissements d'État. Mais en plus du droit de travail, pour les établissements d'État, on a d'autres règles qui régissent le droit des fonctionnaires. Donc c'est un mélange, d'ailleurs c'est pour ça que le droit de travail est un mélange entre droit public et droit privé. Et pour tout ce qui est fonction publique, parfois chaque fonction publique, elle a ses propres lois qui la régissent. Avec une violence. Alors, quand il y a une violence, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a l'expression de la violence, qu'elle soit orale ou qu'elle soit une violence physique, on est face à quoi? Réveillez-vous. Qu'est-ce qu'on a dit? On est face à une faute grave. La violence est considérée comme une faute grave. Comment on doit prouver qu'il y a eu violence? Avec l'inspecteur de travail qui dresse un PV. Il faut effectivement l'intervention. Déjà, quand il y a violence, on n'appelle pas l'inspecteur de travail en premier lieu. Normalement, on doit appeler la police en premier lieu. Mais même dans ce cas-là, il y a l'inspection de travail, on dresse un PV et effectivement, on va dire on va constater la violence. Et là, effectivement, c'est une faute grave. Et s'il y a une violence et une faute grave, bah, il y a licenciement pour faute grave.
Mamadou, oui, dans le non-respect de la clause de mobilité, c'est une faute grave. Si on ne respecte pas la clause, si elle est signée, légitime, expresse, avec l'accord du salarié, légitime, etc., effectivement, on est face à une faute grave. Pour la violence, là aussi, c'est une faute grave. Il faut la constater, il faut une constatation de la violence. Et par conséquent, oui, une personne qui est violente, elle va être licenciée pour faute grave. Un salarié violent est licencié pour faute grave. Madame, Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Madame, pour les entreprises assujetties au Code de travail, on parle aussi des entreprises et des établissements de l'État et des collectivités locales à caractère industriel ou commercial ou agricole. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par entreprise et établissement de l'État? Qu'est-ce qu'on entend par entreprise et établissement de Établissement de l'État? l'État, oui. L'établissement de l'État, d'après vous, c'est quoi? Un établissement étatique. Établissement public de droit public. L'entreprise, c'est l'entreprise. Oui. Soit l'entreprise, elle est semi-publique, soit on est face à une entreprise publique. Établissement de l'État, par exemple, l'université est un établissement étatique, par exemple. Donc, elle est C'est un soumise au établissement code de travail. Bien sûr, comme je vous ai dit, le code de travail et le droit public du code de travail et le droit de travail s'applique aussi aux fonctionnaires. En plus des fonctionnaires, l'hôpital aussi s'applique aux fonctionnaires. En plus, l'hôpital, lui, le droit de travail s'applique à l'hôpital aussi. Mais en plus de ça, par exemple, on va prendre la police. La police, on lui applique le droit de travail, mais elle a un règlement qui lui est spécifique. On va ajouter des lois qui sont spécifiques à ce corps de métier. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Tout ce qui est fonction publique, ils sont soumis aussi au droit de travail. La CNOPS, la sécurité sociale, etc. Sauf que la fonction publique, elle aura un droit de travail qui lui est spécifique. On va ajouter des lois qui sont spécifiques à la fonction publique. Il y a un statut spécial pour le fonctionnaire. Est-ce que c'est clair? Mais ça ne va pas plus loin pour le secteur privé. Qu'est-ce qu'on a dit sur le secteur privé? Le secteur privé, certes, il y a le droit de travail qui est insuffisant. Après, il y a les conventions collectives et après, il y a le règlement intérieur parce que le droit de travail n'est pas suffisant. Pour la fonction publique, c'est encore plus, comment dire? Il y a une législation qui va être encore plus spécifique à la fonction publique. Et même au sein de la fonction publique, ça dépend de chaque fonction publique à part. Et chaque fonction, elle aura une législation qui lui sera spécifique. Par exemple, pour les professeurs, on a un droit qui nous est spécifique, une loi qui est spéciale, qui s'ajoute encore une fois au droit de travail. Tout cela s'ajoute au droit de travail. Mais la base même, ça reste le droit de travail. Quelle est la différence entre la période d'essai et le préavis? Qui peut me répondre? C'est quoi la différence entre la période d'essai et le préavis? Madame, la période d'essai. C'est la période d'essai, c'est une période où l'employeur, en fait, ça se passe au début du travail, c'est l'employeur où il a toujours le droit de voir les compétences de l'employé, et l'employé, il a toujours le droit de vérifier si les conditions de travail sont comme cité auparavant. Donc, si l'une des parties veut désister, elle a le droit de le faire sans recours à indemnité ou quoi que ce soit, sauf un préavis. Le préavis, c'est la durée qu'on accorde à un salarié avant qu'il quitte définitivement son poste. Son poste, que ça soit par démission ou que ça soit par licenciement. Exactement. Alors, on accorde aussi à l'employeur. Exactement, Pour le bien préavis. sûr.
Bien sûr, le préavis, c'est pour les deux, hein. Le préavis, c'est pour ça que quand on dit en cas de démission et en cas de licenciement, les deux cas. Donc, le préavis, c'est une période où l'employeur, il pourra savoir tout simplement est-ce que le salarié est compétent ou pas. La période d'essai dans sa durée dépend est-ce qu'on est face à un CDD ou est-ce qu'on est face à un CDI, premièrement, et dépend de quel travail, est-ce qu'on est face à un ouvrier, un employé ou un cadre. Elle est renouvelable 2 fois, si on se rappelle bien. Et comme on a dit, la période d'essai, le droit de travail n'en a pas parlé ouvertement. Il a donné juste, voilà, il faut qu'il existe une période d'essai. Mais tout ce qui concerne la période d'essai, on n'en a pas parlé dans le Code de travail. C'est les conventions, les règlements intérieurs qui parlent de la durée de la période d'essai, qu'elle soit renouvelable une fois ou pas du tout, ainsi de suite, comme on a vu lors du cas pratique de la dernière fois. C'est période d'essai et donc, madame, une clause de contrat. Non, Slimane, la période d'essai n'est pas une clause du contrat. Elle est dans le contrat, mais on ne peut pas dire que c'est une clause. Elle n'est pas une clause à proprement dit. Elle doit être, sinon tout est clause. Le salaire, on va dire que c'est une clause du contrat. Elle est dans le contrat, elle doit être dans le contrat. On doit savoir combien elle est dans le contrat, est-ce qu'elle est renouvelable ou pas, et elle permet de savoir est-ce que l'employeur a bien choisi le salarié. Elle permet aussi au salarié de savoir aussi est-ce qu'il est bien chez l'employeur, est-ce qu'il peut continuer avant de continuer le CDI. Dès que la période d'essai elle finit, on rentre directement soit en CDI, soit en CDD et on commence à acquérir nos droits. De toute façon, on acquiert nos droits dès la signature du contrat. On ne peut. Cette période-là, l'avantage ou l'inconvénient, mais surtout l'avantage pour l'employeur, c'est qu'il peut remercier le salarié sans préavis et sans indemnité. Ce n'est pas un licenciement, c'est juste ne pas reconduire le contrat. Alors que le préavis, c'est une période qui permet effectivement au salarié qui est licencié de trouver un autre employeur et qui permet de l'employeur dont le salarié a démissionné de trouver un autre salarié. Et elle permet aussi quand le salarié il doit passer la passation de pouvoir quelque part, la passation de poste d'un salarié qui va partir parce qu'il a démissionné ou d'un salarié qui va partir parce qu'il a été licencié à celui qui va le remplacer. C'est clair pour qui a posé la question? C'est clair, Yazid? Je crois que c'est Yazid qui a posé la question. Oui, voilà, merci. Oui, Oui, c'est clair. Ça va? D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame, Oui. donc pour l'indemnité de préavis, par exemple, si on dit Oui. à un salarié, tu vas au milieu du mois, tu vas quitter l'entreprise à la fin du mois. Est-ce qu'on peut considérer ces 15 jours comme préavis et n'entre pas dans l'indemnité? En fait, le préavis, il commence au moment où le salarié va quitter l'entreprise. Donc c'est clair, s'il va quitter l'entreprise au début du mois, le préavis commence au début du mois. D'accord? Soit il va quitter l'entreprise tout de suite, et donc là, il aura son préavis, soit il va quitter l'entreprise, on se met en accord avec le salarié, voilà, vous allez quitter l'entreprise au début du mois, donc le préavis, il commence au début du mois. Et c'est là où il a le droit à l'indemnité. C'est pas, il va attendre que... il ne doit pas attendre. Ça n'a aucun intérêt. Est-ce qu'on peut être considéré en CDI sans avoir un contrat en main, mais avec une déclaration à la CNSS? Qui peut répondre, Siam? Moi? Oui, allez-y. Oui, bien sûr, on est en CDI tant qu'on n'a pas le contraire, c'est-à-dire un contrat CDD en main. En fait, c'est pas ça. C'est parce qu'on n'a pas un contrat en forme écrite. Dès Voilà. que le contrat de travail est un contrat oral, il n'est pas écrit, on est automatiquement en CDI. CNSS ou pas d'ailleurs, Siam? Quel est le taux de charge sociale qui assume pour chaque salarié?
Alors là, Abdelilah, ça dépend. Quel employeur? Vous parlez de quel salarié? Vous parlez de quel taux des charges sociales? On va en parler si vous voulez, mais il faut qu'on vérifie ça dépend de chaque. Oui, je sais que c'est la CNSS, Abdelilah, mais tous les CDI, ça dépend de ce que vous faites comme métier. D'accord. Il n'y a pas un taux, il y a des taux. Ça dépend de chaque salarié. Ça dépend de est-ce qu'on est face à un ouvrier, est-ce qu'on est face à un cadre, est-ce qu'on est face à un employé. On ne parle pas des mêmes taux de la CNSS. On n'a pas du tout discuté la CNSS lors de notre cours. Là, pour l'instant, on est en train de discuter le droit de travail et non la sécurité sociale. La durée du préavis. Qu'est-ce qu'on a dit sur la durée du préavis? 8 jours pendant la période d'essai. Ça dépend de l'ancienneté. Dans la durée de préavis, quand la personne, elle part. Qu'est-ce qu'on a dit? Elle dépend de l'ancienneté et de sa fonction. Elle dépend de l'ancienneté, de la fonction. Elle dépend. Donc, si on est face à un licenciement ou à une démission. On va le voir tout de suite. Alors, délai de préavis. Pour les cadres et assimilés, selon leur ancienneté, 1 an à 5 ans, 1 mois. S'il a une ancienneté de 1 an à 5 ans, il a un délai de 1 mois. Plus de 5 ans, il a un délai de 2 mois. Moins de 5 ans entre les 5 ans, c'est un délai de 3 mois quand on a face à 1 an à 5 ans, plus de 5 ans. Voilà, plus de 5 ans, c'est 3 mois. Donc, à 1 an, 1 mois à 1 an, pardon. 1 mois à 1 an, c'est 1 mois. Plus moins de 1 an, c'est 1 mois. De 1 an à 5 ans, c'est 2 mois. Plus de 5 ans, c'est 3 mois. Pour les employés et les ouvriers, selon leur ancienneté, moins de 1 an, c'est 8 jours. À 1 an à 5 ans, c'est 1 mois. Plus de 5 ans, c'est 2 mois. C'est clair? Attendez. De toute façon, ça, c'est dans le document que je viens de vous déposer. Je vais juste... Dans le cas d'une démission, c'est la même chose, je pense. Dans le cas de la démission, c'est la même chose. C'est le même préavis. C'est exactement le même préavis. Donc, le préavis, il augmente selon l'ancienneté. Et la fonction. Qu'est-ce qu'il peut prouver un contrat CDI verbal? Qu'est-ce que peut prouver un contrat CDI verbal? Si Ham pose la question, est-ce que vous pouvez répondre? Des virements bancaires mensuels. Les virements bancaires. Déclaration CNSS. CNSS. Déclaration CNSS. Témoins. Quoi encore? Les témoins. Des Fiche de témoins. paye. Fiche de paye. Fiche de paye. Et les directives. Qu'est-ce que je vous ai dit? Si je reçois des directives, aujourd'hui, on demande à ce que les directives soient envoyées par mail. Tout ce que vous venez de dire, effectivement, est une preuve qu'il y a ces... Madame, ce qui concerne la violence physique entre 2 salariés, les 2 seront licenciés à cause d'une faute grave. Qui peut répondre à Mohamed Ali Lamrani, qui pose la question sur la violence entre 2 salariés. 2 salariés se sont violentés, se sont tapés au sein du travail. Alors, est-ce que les 2, ils ont commis une faute grave ou pas? Non. Pourquoi non? 2 salariés qui sont en train de se casser la gueule en plein entreprise. C'est pas une faute grave. Oui, c'est une faute grave. Oui, et les 2 sont responsables. Et 2 sont commis une faute grave. Et les 2 doivent être licenciés. Un licenciement pour faute grave.
Mais bien sûr qu'ils doivent être licenciés, un licenciement pour faute grave, les deux. Est-ce qu'on va au travail pour se violenter? Est-ce Madame, qu'on va au travail pour se casser la gueule l'un à l'autre? Madame, pour partie, ça peut entrer dans le cadre de la défense légitime. Quelle défense légitime? Dans tous les cas, mais c'est dans tous les cas, quand il y a une violence ou un acte d'agression, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que doit faire l'employeur? Il a une agression, il a deux salariés qui sont en train de s'agresser, que ça soit une agression verbale. L'agression verbale, elle rentre, là c'est une faute, ça ne peut pas être une faute grave parce que l'agression verbale c'est une faute disciplinaire, elle est considérée comme faute non grave. Mais imaginons qu'il y a un cas de violence où deux salariés, il y en a un qui prend la chaise ou qui prend l'ordinateur, il casse la gueule à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Si l'autre, il répond, est-ce que c'est légitime défense? Non. Est-ce que c'est... Ben non, il ne doit pas répondre, tout simplement. On doit appeler, il peut appeler la police, il peut demander, déjà, il va être licencié. Le salarié qui a été violenté, en plus de licenciement du salarié qui l'a violenté, il peut demander des dommages et intérêts et il peut y avoir même une responsabilité pénale. On est bien d'accord? Oui, madame, oui. Alors, une insulte peut amener à la responsabilité pénale. Oui. Dans le cas d'un arrêt abusif, vous voulez dire Khalid, arrêt abusif. C'est quoi un arrêt abusif? Je ne comprends pas le mot. Arrêt abusif. Khalid, est-ce qu'on a un délai de préavis? Vous voulez parler d'un licenciement abusif? C'est ça? Khalid, arrêt abusif, c'est licenciement abusif. Arrêt abusif, ça ne veut rien dire. Si c'est un licenciement abusif, il n'y a pas de préavis. Licenciement abusif, pardon. Arrêt abusif, c'est un licenciement de préavis. De licenciement abusif, bien sûr qu'il y a. On ne parle pas de préavis, on parle d'indemnité. On va parler d'indemnité. On parle pas on ne peut pas parler de préavis, mais plutôt d'indemnité. Et parmi les indemnités, il y aura l'indemnité de préavis. Vous êtes licencié de manière abusive. Vous allez rester dans la société à faire votre préavis au lieu d'aller à l'inspection de travail et demander de l'indemnité pour licenciement abusif. C'est un licenciement abusif. Donc, tout ce qui vient, tous les effets de licenciement abusif n'ont pas à avoir lieu puisqu'il y aura une indemnité. Et parmi les indemnités, il y aura l'indemnité de préavis, justement. Est-ce que c'est clair, Khalid? Est-ce que Khalid, c'est clair ou pas? Ça va pour vous? Dans le cas, c'est comme si je répondais à des questions entre deux salariés. C'est faute grave. Est-ce que l'employeur doit veiller aux procédures de licenciement? Ou bien sûr bien sûr. Les enfants, juste pour qu'on soit clair, tout licenciement, il n'y a pas de licenciement direct, ça n'existe pas. Ok? Je ne licencie pas le salarié en jetant ses affaires, en lui disant tu ne reviens pas. Tout licenciement a besoin d'une procédure. Quand le licenciement il est pour faute grave, on a dit quelle était la procédure aujourd'hui. C'est quoi la procédure? Rappelez-moi. Rappelez-moi la procédure de licenciement pour faute grave, s'il vous plaît. On vient de la voir tout à l'heure. Audition avec la présence de représentants du travail ou le représentant du syndicat désigné par le salarié et l'inspecteur du travail, rédaction d'un PV et signature du salarié. Que le salarié peut refuser et puis après, on lui envoie une lettre, donc 48 heures, une lettre de licenciement avec un accusé de réception. Hadith, le cas de faute grave. Avec le motif. Avec le motif. Hein? Et avec le motif. Ça, non, voilà, parce qu'à l'audition, il faut qu'on lui dise, voilà, on va te licencier parce que tu as agressé ton collègue
expliquez-vous. Il doit nous donner une explication. L'explication, soit elle va, peut-être tout simplement l'explication, elle est inacceptable et on va décider qu'on va le licencier pour faute grave. S'il y a le licenciement pour faute non grave, c'est-à-dire licenciement pour incompétence, licenciement pour non-respect du règlement, licenciement pour problème disciplinaire, qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? C'est quoi la procédure à suivre? Faute non grave. Madame, on envoie le premier avertissement, après le premier blâme, deuxième blâme, mise à pied qui ne dépasse pas 8 jours, après quatrième blâme. Si la faute se reconstruit dans un délai d'1 année après la procédure, on peut effectuer le licenciement. Là aussi, il y a une audition qui se fait avec, il n'y aura pas l'inspection de travail dans ce cas-là parce qu'il y a toute la procédure qui a été, la procédure elle a commencé du premier blâme, du premier avertissement, blâme, deuxième blâme, mise à pied, troisième blâme, quatrième blâme, et c'est là, si effectivement le salarié il n'arrête pas de commettre de fautes et qu'il n'arrête pas soit par incompétence ou soit par, il a un problème d'incompétence, un problème de discipline, un problème avec ce collègue, etc. Donc, on rajoute dans cette procédure-là qui se succède dans l'année, l'avertissement, le blâme, le deuxième blâme, la mise à pied, le troisième blâme, etc., le quatrième blâme. Dans ce cas-là, il y a l'audition. Pareil, on dresse le PV et on envoie dans les 48 heures une lettre recommandée pour une lettre de licenciement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mais dans tous les cas, il y a une procédure. On ne licencie pas sans procédure, dans tous les cas. Faute grave ou licenciement pour juste motif, pour faute non grave. Dans tous les cas, on licencie pour un motif. Si le salarié refuse de signer le PV, là, on appelle l'inspecteur de travail. S'il le refuse de PV, il le refuse. C'est à lui d'aller voir l'inspection de travail, pas l'employeur. Puisque l'employeur, s'il respecte les procédures, il est dans le respect des procédures. Et d'ailleurs, s'il y a des fautes que le salarié, faute grave, que le salarié considère faute non grave, il peut, dans le cas même, l'inspection de travail, il est là, dans tous les cas, à l'audition. S'il refuse de signer le PV, il peut aller même devant le tribunal social. Il y a toujours accès au tribunal. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Même quand il y a faute, même quand il y a licenciement pour faute, s'il refuse de signer un PV, on va dire que c'est faute non grave. Donc, la première chose, il y a 2 possibilités. Est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît, les 2 possibilités? Il y a une première négociation et il y a une deuxième possibilité. Rappelez-moi, s'il vous plaît. La première chose, c'est la réconciliation. C'est l'inspection de travail qui va ramener le salarié à négocier avec l'employeur. Voilà. Dans le cas où ils se mettent d'accord, le salarié n'a plus le droit d'aller saisir le tribunal. S'ils se mettent d'accord sur une indemnité, le salarié signe cette indemnité, c'est bon, c'est un PV qui est signé, il ne peut plus, soit pour la réintégration, soit pour indemnisation. Effectivement, si à la majorité des cas, c'est pour indemnisation, le salarié ne veut plus intégrer. La majorité des cas, c'est pour indemnisation. S'il signe cet accord, il n'a plus le droit d'aller au tribunal. S'il n'est pas d'accord avec cette négociation et avec cet accord, cette réconciliation, il peut toujours aller devant le tribunal social et aller devant le juge. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe devant le juge? La lettre de licenciement, elle est importante parce que sur cette base-là et sur la base que de la lettre de licenciement, que le juge entend l'employeur. Qu'est-ce qu'on a dit à l'employeur? Il ne peut pas dire « Ah oui, moi je l'ai licencié pour incompétence, mais monsieur le juge, je ne vous ai pas dit aussi, il est indiscipliné. » Ah non, il ne peut plus faire ça. Le juge base l'action et base toute l'action judiciaire, elle est basée sur la lettre de licenciement et les motifs déclarés par l'employeur dans la lettre de licenciement, et ça ne doit pas dépasser ces 10 lettres. Il ne faut pas aussi dépasser 8 jours après la constatation de la faute. Bien sûr, bien sûr, parce que sinon, ce n'est plus une faute. Oui, il y a des délais dans tout, hein.
Ça va, vous avez d'autres questions? Exactement, Assia, bravo. Le juge ne se prononce que sur les motifs signalés dans la lettre. Vous avez d'autres questions? Non. Donc, je vous donne rendez-vous pour les TD pareil, mercredi prochain. Madame, Oui. pour le blanchiment par une faute non grave, on a le premier avertissement et le deuxième avertissement. Et puis le blâme. Pour la faute non grave. Oui. Oui. Il On y a a deux fini avertissements. Il y a 2 avertissements. Oui. Et après, il y a blâme. Oui, c'est ça. Il y a, madame, il y a le premier avertissement, le blâme, un deuxième blâme ou la mise à pied pour une durée n'excédant pas 8 jours, et un troisième blâme ou transfert à un autre service. C'est comme ça, voilà. Oui, oui, exactement. Exactement. C'est une procédure qui est assez lente dans tous les cas. Il faut savoir que la procédure de licenciement, quand on licencie pour faute non grave, c'est que vraiment le salarié l'a cherché. Et la majorité des cas, on négocie avec le salarié, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. On négocie avec le salarié. Parce que pour que le salarié, il va remplir un avertissement, un blâme, un deuxième blâme, une mise à pied, un troisième blâme, quatrième, oula, il faut y aller. Hein. Et tout cela, c'est dans une année. C'est-à-dire, dès l'année d'après, on repart, le compte, il repart à zéro. Et ainsi de suite. On est arrivé, pour ce qui concerne le cours, on a fini hier, on a fini le licenciement pour raisons technologiques et économiques, Sarah. Et donc, on va entrer, attendez, je vous dis ça tout de suite. J'ouvre les, alors, qu'est-ce qu'on a? Magistral. Ah oui, et on est entré, donc ça, on l'a fini, et on est entré dans la section la durée de travail. Donc, hier, on a vu la durée légale de travail, on a vu le repos hebdomadaire, repos des jours fériés, et on a fini à la rémunération. Là, c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Et de toute façon, je ne sais pas, la rémunération, elle est dans les audios, mais je vais écouter moi-même ces audios-là pour voir comment c'est fait et pour vous dire exactement quel audio vous écouterez. Madame, est-ce que cela va être enregistré sur la plateforme? Tout ce qu'on dit est enregistré sur la plateforme. Merci. Les audios, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, tout est enregistré sur la plateforme. Comme ça, on garde ceux qui n'ont pas assisté à ce cours, ils peuvent assister. Et comme ça, les questions aussi ne se répètent pas. Ok, donc je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis pour mercredi prochain. Ah non, mercredi, je ne serai pas là. C'est pour ça qu'on a eu cours hier. Je vous dis à vendredi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci, madame.